Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne CC Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets pouvant intéresser les non-voyants, pour les éduquer, les enseigner et aussi les amuser. Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série d'articles. C'est l'histoire des fortifications. Je sais que ce sujet intéresse beaucoup notre cher ami Alain ainsi que moi-même, donc nous nous sommes dit que si nous étions deux que le sujet intéressait, il y en aurait peut-être d'autres. Donc aujourd'hui, nous commencerons par une introduction générale. Bon, petite note en passant, désolé pour ceux que cela énerve que je fasse les textes avec la synthèse vocale, mais je n'ai plus de tâche tactile pour l'instant et je ne sais pas si je vais en avoir un autre. Donc, je continue mon travail ainsi avec la synthèse vocale de Thomas. Ceux à qui cela ne plaît pas, ben, la porte est là. Donc, ceux qui ont des commentaires négatifs, priez à les garder pour eux, car le travail que nous faisons est bénévole, c'est-à-dire totalement gratuit. Cela nous coûte du temps, des efforts, parfois de la sueur et des larmes, parfois, parce que c'est très difficile à faire. Nous voulons rendre ça le plus intéressant possible. Donc, nous avons eu des bons commentaires de soutien aussi de ceux qui disent d'ignorer ceux qui nous font des vacheries ou qui nous bitchent. Donc, de passer par-dessus cela. Et puis, merci à ceux qui nous encouragent de continuer, même si notre travail n'est pas d'un niveau professionnel, mais nous le faisons avec cœur et avec joie et avec plaisir. Ce message que je vous dis là aussi, Isabelle vous le transmet aussi parce qu'elle aussi, elle n'a pas eu les bons commentaires. Et puis elle dit qu'elle va continuer quand même malgré les imbéciles qui disent des idioties sur nous. Donc, bonne écoute. Histoire, les fortifications au travers des âges, introduction générale au sujet. La fortification, du latin fortificatio action de fortifier, est l'art militaire de renforcer une position ou un lieu par des ouvrages de défense en prévision de leur éventuelle attaque. Par extension, la fortification désigne ces ouvrages de défense eux-mêmes. Principe. La fortification a deux fonctions principales, l'obstacle en retardant l'attaquant dans sa progression vers l'affrontement rapproché en l'obligeant à rester plus longtemps sous le feu des défenseurs, la protection en mettant à l'abri des attaques de l'ennemi les troupes chargées de défendre les obstacles. Cette composante de protection peut être remplie de deux façons, directement, par l'utilisation de constructions assez solides pour arrêter les projectiles ennemis et indirectement, par l'emploi de la distance et de l'avantage emporté et plus récemment du camouflage. Globalement, la généralisation d'armes à feu de plus en plus perfectionnées a eu pour conséquence d'accroître le besoin de protection, l'obstacle perdant de l'importance avec la mécanisation des troupes d'assaut. Elle peut cependant avoir d'autres fonctions comme une fonction symbolique, concrétisant un pouvoir ou une propriété. Classification. Il est possible de qualifier les fortifications de bien des manières. De permanence et de campagne, les fortifications sont habituellement divisées en deux branches, celles permanentes, bénéficiant d'un travail et de ressources importants, et celles de campagne qui sont réalisées de façon plus ou moins improvisée sur le terrain par les troupes. Cependant, la limite entre les deux est assez floue, car des fortifications de campagne peuvent se transformer en fortifications dites semi-permanentes, quand le temps et les ressources le permettent, ou quand le besoin s'en fait sentir. Taille et objectif. L'objectif des fortifications, en revanche, a toujours été très variable, cherchant à protéger soit une simple demeure comme une maison forte ou un château fort ou une ville fortifiée, ou un pays entier avec un vaste système défensif, comme la Grande Muraille de Chine ou la ligne Maginot. Période préhistorique.
Le moyen de garder l'ennemi en dehors du lieu que l'on veut protéger est trouvé très tôt dans l'histoire de l'humanité avec la palissade en bois, le talus de terre ou le mur de pierre s'échampilait selon les régions, souvent sur le modèle de l'éperon barré. Suffisant contre la faune, cet obstacle se révèle vite insuffisant contre l'homme qui imagine quantité de moyens pour le franchir. Le premier instrument de siège apparaît avec l'échelle qui permet d'escalader la muraille. Âge du bronze. Dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ, les cités de la Mésopotamie disposent de fortifications, afin de se protéger des attaques extérieures. L'art des fortifications s'étend et s'amplifie démesurément dans cette région du monde aux alentours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Leurs constructions sont contemporaines de la généralisation de l'écriture cunéiforme dans les vallées fluviales, ainsi que celle des outils monétaires, des contrats écrits et du calcul de crédit. Le lieu protégé par ce type de fortification précoce est généralement le village où vivent les défenseurs et où ils stockent leurs réserves et richesses. La colline fortifiée est souvent circulaire, entourant les habitations. La forme de défense la plus courante semble avoir été le dun où un talus de terre est créé à l'intérieur en creusant un fossé. Le talus constitue le chemin de ronde, le parapet est constitué soit par un autre talus plus petit ou une palissade en bois. Dans les régions rocailleuses comme l'Irlande ou l'Écosse, la pierre est utilisée pour tenir le flanc du talus. Dans la zone méditerranéenne, les enceintes sont constituées par des pierres colossales empilées sans aucun liant. Période antique. Les fortifications suscitent l'admiration à travers la mémoire des hommes et se dotent de surnaturels récits pour les magnifier comme la célèbre enceinte qui pour le roi Laomédon, fut bâtie par les dieux Apollon et Poséidon pour rendre imprenable Troie. L'invention de la brique séchée au soleil révolutionne l'art de fortifier, permettant de créer des murs beaucoup plus hauts, donc imprenables par escalade. Ces techniques naissent parmi les civilisations du croissant fertile, elles nécessitent outre les progrès dans l'art de la construction, une structure sociale autorisant la réquisition de nombreux travailleurs pour de longues périodes, ce que permettent les premières royautés qui émergent alors. L'objet de ce nouveau type de fortification apparaît aussi, ce sont les premières grandes villes de l'histoire. Le but est de pouvoir abriter les réserves et la population de toute la campagne environnante dans un lieu inaccessible à l'ennemi. Les travaux de défense sont donc bien plus importants que ce qu'exigeait la protection d'un simple village. On voit ainsi apparaître des œuvres colossales, comme les murailles de la ville de Ninive en Assyrie, avec des murs en briques de près de 40 mètres de haut. Pour les murs de Babylone, Hérodote, 5e siècle siècle avant Jésus-Christ, rapporte l'emploi qu'on fait de mortier de bitume et de chaînage en roseau. À mesure qu'on creuse les fossés entourant la ville, on convertit la terre en briques que l'on fait cuire dans des fourneaux. Pour servir de liaison, on se sert de bitume chaué, de 30 couches en 30 couches de briques, on met des lits de roseaux entrelacés. La reine Nitocris c'est l'œuvre fait aussi détourner l'Euphrate dans la partie de ses états la plus exposée aux irruptions des Mèdes. Philon de Byzance, époque hellénistique, qui en fait l'une des 7 merveilles du monde, la hauteur du mur est de plus de 50 coudées, quant à la largeur des murs circulaires, 4 attelages de 4 chevaux peuvent s'y élancer en même temps. Les tours, hautes de plusieurs étages et aux murs épais, peuvent contenir la foule d'une armée. Il devient donc nécessaire de défendre l'obstacle contre l'envahisseur. Le mur étant difficile à défendre d'en bas, on invente le chemin de ronde qui permet de parcourir son sommet tout en étant protégé de l'extérieur par le parapet, plaçant les défenseurs dans une position avantageuse pour le corps à corps et le tir. Tandis que les archers des deux côtés échangent des flèches. L'apparition du bélier et des travaux de sapé de mine contre les murs oblige à construire ceux-ci de façon solide avec plus de 10 mètres d'épaisseur. Pour éviter un travail trop important, la solution est alors trouvée de construire 2 murs parallèles et de combler l'intervalle entre les deux avec de la terre. Ces nouveaux types d'attaques provoquent l'apparition des tours qui garnissent les longueurs de murs permettant par leur avancée par rapport aux murs de battre par des tirs croisés l'angle mort où opèrent les sapeurs et le bélier. Elle constitue aussi un refuge surplombant le parapet qui permet de bombarder celui-ci après une prise par l'assaillant et de plus elle sert de contrefort au mur. C'est aussi à cette époque que le parapet se garnit de créneaux qui permettent aux défenseurs de s'abriter entre 2 tirs. Les villes fortifiées de cette époque deviennent quasiment imprenables par un assaut direct, il ne reste que la solution de l'investissement et du siège de longue durée pour la faire tomber par la famine ou la reddition. Cependant les Grecs de la période classique et par la suite les Romains développent et systématisent de nouvelles tactiques et techniques de siège ou polyorcétiques. Celles-ci sont liées à l'apparition de nouvelles armes de jet lourdes, les balistes et catapultes et des tours de siège. Ce type de siège bien qu'efficace demande de très longs travaux préparatoires dont l'édification d'une enceinte souvent double ceinturant l'assiégé, pour éviter les sorties de celui-ci et éventuellement une attaque d'une armée de secours adverse. De grands terrassements sont aussi nécessaires pour amener les engins de siège au contact des défenses,
par exemple de grandes rampes en remblai pour avancer les tours de siège. Comparativement, les systèmes défensifs évoluent moins pendant cette période, l'effort porte principalement sur l'utilisation du terrain existant pour concevoir le réseau fortifié, on cherche à s'appuyer sur des cours d'eau ou des dénivellations importantes naturelles. Pour protéger les villes, on crée des forteresses situées sur les hauteurs pour constituer les points forts de la position. Les Romains vont par contre apporter beaucoup dans le domaine de la fortification de campagne, avec leurs camps plus ou moins provisoires. Ces travaux en terre et en bois réalisés parfois en quelques heures sont néanmoins assez difficiles à prendre, fournissant un abri sûr aux troupes. Une de leurs caractéristiques, le fossé, se généralise aussi dans les fortifications permanentes. Il présente 3 avantages, il empêche l'assaillant d'amener une machine de siège au contact du mur sans l'avoir préalablement comblé, il fournit des matériaux pour la construction du mur ou de la butte constituant l'obstacle et enfin il augmente par sa profondeur la hauteur de celui-ci. L'apogée de ce type de fortification semble avoir été atteint par les Gaulois qu'affronta César en son temps. Leur ville était entourée par des talus composites constitués par un assemblage de pierres, de troncs d'arbres placés en longueur et de terre très difficiles à détruire, car épais et donc résistant à des coups de bélier et insensible au feu grâce à la présence de terre humide. Ce type de fortification appelé mur gallicu est encore visible sur de nombreux sites. On peut en voir une restitution au camp de Péran, près de Saint-Brieuc, Côte d'Armor. D'autres perfectionnements commencent à se répandre, de nombreuses tours sont bâties sur une base circulaire ou ovale au lieu de carré ou rectangulaire auparavant, ce qui leur permet de mieux résister aux impacts des balistes. Par ailleurs, les matériaux évoluent, la brique cédant la place à la pierre, plus courante aux latitudes septentrionales et moins sensible aux effets du feu et des chocs. Il semble aussi que les Romains aient mis en place les premiers ours qui permettent de tirer vers le bas du mur sans se découvrir. Période médiévale. Les invasions barbares et la chute de l'Empire romain provoquent un repli sur de plus petites communautés. Les fortifications ne vont plus chercher à protéger de vastes enceintes, mais une simple demeure, celle du seigneur. Donjon ou tour maîtresse. Le donjon était utilisé en dernier recours, quand le reste du château ou de la ville a été pris par les ennemis. C'est là que se réfugie notamment le seigneur, sa famille, ainsi que les membres les plus éminents de sa cour. Plusieurs donjons sont dignes d'être notifiés, parmi ceux-ci, celui du château de Coucy, dynamité pendant la Première Guerre mondiale, celui de Gisors, celui de la Roche-Guillon, diminué d'un tiers, mais avec un souterrain d'accès. Perfectionnement de la défense active. L'histoire des châteaux forts est notamment illustrée par le Val-de-Loire qui présente certaines des plus anciennes et des plus importantes forteresses françaises, Angers, Chinon, Langeais, Lavardin, Loches. De même, au sein du duché de Normandie avec le château de Rouen construit de 1204 à 1210 par Philippe Auguste. Période moderne. Apparition de l'artillerie et le début du bastion. L'apparition des premiers canons change peu de choses dans les méthodes de siège, car ils ne se révèlent pas beaucoup plus performants, au départ, que les diverses balistes. Mais peu à peu, les pièces deviennent de plus en plus puissantes grâce à l'amélioration des techniques de fabrication, canon coulé d'une pièce en fonte puis en bronze, suspendu à l'affût par 2 tourillons. Elle commence à employer des projectiles en bronze, puis en fer battu, au lieu de la pierre et du bois en usage auparavant. Ces nouveaux boulets métalliques arrivent à des vitesses supérieures aux anciens et n'éclatent pas lors de l'impact. Ils augmentent nettement la complexité de construction nécessaire à élever des murs maçonnés capables de leur résister. De surcroît, ces canons tirent à une cadence de plus en plus rapide et il devient possible de concentrer plusieurs tirs successifs sur une zone précise, afin de créer une brèche dans n'importe quel mur, ce qui était impossible avec l'artillerie névrobalistique. La mise au point du mortier et le développement des mines rend également indispensable de faire évoluer les fortifications. À la suite de la démonstration faite par l'armée de François Ier lors des guerres d'Italie, la fragilité des forteresses traditionnelles est une cause entendue. Le siège est désormais considéré comme un duel d'artillerie entre les canons qui attaquent la place forte et ceux qui la défendent. L'art de fortifier va donc consister à donner à ces derniers le maximum d'avantages dans la lutte. Dès le XIVe siècle après Jésus-Christ apparaissent les tours à canon, basses et massives, qui renforcent les forts existants. La phase suivante va être de diminuer la hauteur des courtines et des tours. L'ouvrage émerge alors à peine de son fossé, qui a repris la fonction d'obstacle, le mur haut devenant trop vulnérable. Les courtines perdent leurs créneaux, au profit d'embrasures pour les canons, et des ouvrages détachés commencent à apparaître autour du corps principal de la forteresse. La fonction de ces derniers est de retarder au maximum l'attaque contre la forteresse elle-même, sans présenter un quelconque abri pour l'assaillant, une fois qu'ils sont pris. Des caponnières permettent aussi une défense plus aisée du fossé.
Lors de la guerre d'indépendance hollandaise, une nouvelle école germanique de fortification émerge et pose les bases des nouvelles manières de défendre les places fortes. Elle introduit le glacis, une zone en pente douce, privée de tout couvert, qui entoure la forteresse. Autre nouveauté, le chemin couvert, qui sépare le fossé du glacis. Il permet de déployer des mousquetaires, pour fusiller tout assaillant qui s'aventurerait sur le glacis. Il est légèrement en contrebas des courtines principales qui sont armées par les canons de la place, ce qui permet l'étagement des feux. Il n'est pas protégé côté forteresse, et n'offre donc aucun avantage après sa prise. L'usage de la terre extraite du fossé dans la construction redevient prépondérant. La maçonnerie est employée principalement pour bâtir deux murs encadrant le fossé, l'escarpe côté courtine et la contre-escarpe côté glacis. La tour disparaît au profit du bastion, entre lesquels s'intercalent des demi-lunes, qui remplacent les premiers ouvrages détachés. Ces deux types d'ouvrages portent l'artillerie de la place. Toutes ces nouvelles techniques sont formalisées, en France, dans un premier traité de fortification écrit en 1600 par Jean Erard. Il y détermine les distances entre les ouvrages en fonction de la portée de l'arquebuse et préconise l'étagement des feux. Antoine de Ville et Blaise de Pagan poursuivent son œuvre, en particulier en introduisant l'usage de réduits, au sein des ouvrages, pour retarder leur chute en fournissant aux défenseurs une position de repli où ils peuvent se réfugier et bénéficier d'un avantage, au sein même de l'ouvrage. Le principe de l'échelonnement dans la profondeur est né, il est ensuite perfectionné par leurs successeurs, dont Vauban. Les fortifications bastionnées sont rendues obsolètes avec le développement vers 1860 du canon rayé dont la portée atteint 6,5 km. Système de Vauban. Vauban multiplie les glacis et les dehors fortifications extérieures détachées d'une place forte dont le but est de retarder le moment où le premier canon de l'assaillant s'approche de la dernière muraille du défenseur ou empêcher son tir direct 6. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour